Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste pour un sujet fascinant, un sujet passionnant aujourd'hui où nous allons explorer un sujet que l'on va creuser en profondeur qui est l'égalité physiologique hommes et femmes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Pour m'accompagner, écoutez, j'ai trois invités avec moi qui sont Fabrice Kuhn, qui est à ma droite, qui est médecin du sport. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde. Bienvenue en studio. On a également Yvan Zagori. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci pour votre présence. Yvan est également médecin du sport et physiologiste. Et puis on a Marion Borne qui sera avec nous à distance, qui elle est psychologue du sport. Alors pour ce sujet qui est juste passionnant et sur lequel on pourrait parler probablement des heures et également dans tous les sens, je vais juste donner un petit peu de sens à pourquoi cet épisode. Alors déjà, ça fait longtemps qu'on avait ce sujet sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où on voulait évoquer ce thème très précis. Et puis il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai été témoin, j'étais présent d'une conférence autour justement de l'Ultra Trail et donc de l'explosion de l'Ultra Trail. Et il se trouve qu'à cette conférence, un spécialiste du sport, un physiologiste probablement, a abordé cette question et il a très clairement dit qu'une femme ne battrait jamais un homme à niveau égal, à entraînement égal, à terrain identique pour les deux. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut absolument qu'on sorte cet épisode. Il faut creuser le sujet. Et donc, c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour évoquer cela et pour voir si effectivement on va dans ce sens-là ou pas. En tout cas, un grand merci à vous pour votre disponibilité et surtout votre activité. Parce que je sais que l'épisode s'est fait, non pas dans la précipitation, mais voilà, il y a eu quelques allers-retours. Mais en tout cas, on est là. Moi, je suis très, très, très heureux de pouvoir parler de ça. Et le premier chapitre, on va dire, de cet épisode va tourner autour des différences sur l'anatomie entre les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Je vais peut-être laisser la parole dans un premier temps à Yvan sur ce sujet pour qu'il nous apporte justement, qu'il apporte de l'eau à notre moulin. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yvan, aujourd'hui sur les différences évidentes anatomiques entre les hommes et les femmes ? Alors, il y a beaucoup de choses qui divergent, mais peu ont une action sur le cyclisme, bien heureusement. La première, c'est la largeur du bassin, qui est bien plus large chez la femme que chez l'homme. La différence d'angulation, qu'on appelle la balance de Powell, entre l'homme et la femme, entre le fémur et le bassin. La différence d'axe entre le fémur et le tibia, le valgus physiologique de la femme, qui fait que sa jambe part un peu plus à l'extérieur par rapport à la cuisse que chez l'homme. Donc, ce n'est pas la même axation. On a aussi une différence de rapport de longueur entre le tronc et le membre inférieur, qui sont relativement plus longs en proportion chez la femme que chez l'homme. La femme a un tronc plus court et des jambes plus longues en rapport. Ce sont les principales différences qu'on pourrait envisager dans le cadre du cyclisme. Il y en a d'autres, mais elles ne seront pas ici très dans ce chapitre-là. Ouais. Voilà. Alors, elles ont une influence sur le coût énergétique, le rendement, si vous voulez, qui est qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir en performance à quantité de puissance égale, c'est le rendement. Elles ne sont pas énormes. Il y a des différences bien plus grandes entre la femme et l'homme, notamment au niveau hormonal, on en parlera peut-être tout à l'heure, des rapports adipomusculaires. Mais ces différences peuvent être en partie masquées par une bonne adaptation au vélo. Et on n'a malheureusement pas encore de vrais vélos qui soient adaptés pour les femmes spécifiquement, bien que souvent les constructeurs disent le contraire. Ouais, non, mais ça c'est intéressant parce que d'après les premiers retours, d'après les réponses, Yvan, que vous nous faites, c'est vrai que je pense effectivement tout de suite au matériel, parce que les différences de longueur de tronc, de bas du corps, je pense à la longueur du cadre, à la longueur des manivelles. Et bien souvent, et vous l'aviez dit au niveau des constructeurs, il y a quelques années, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, vous pourrez en témoigner dans les différents commentaires, mais on change juste la couleur du cadre et puis on dit que c'est un vélo pour les femmes.
Est-ce que c'est aujourd'hui toujours le cas ? Je ne saurais dire, mais en tout cas, oui, ces différences anatomiques ont par répercussion un impact sur le positionnement probablement sur le vélo. Absolument. Ouais. Le positionnement change énormément et une femme qui est obligée de s'adapter souvent à un vélo pseudo-femme, mais qui est un vélo d'homme, c'est la femme qui doit s'adapter au vélo et non pas à l'inverse. Du contraire. Voilà. Ouais. Et ça... Vas-y, Non, allez-y. Notamment, il y a un point qui est très très important, c'est cette différence de largeur de bassin qui fait que les selles qui sont par défaut des selles pour hommes ne sont pas du tout adaptées au féminin et qu'elles génèrent beaucoup de lésions périnéales. C'est ce que j'allais dire, parce que la selle, on en parle souvent sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où parfois on a des chapitres sur la longue distance, mais pas que, on ne se blesse pas qu'en faisant de la longue distance. Ça, c'est un point d'appui, on a 5 points d'appui dans le vélo, c'est important. Et donc, ça peut être très compliqué d'aller vers la performance avec une blessure à la selle. Elle persiste, mais souvent au prix de blessures qui persistent aussi. Ouais. Et là, je me tourne vers Fabrice, parce qu'on a tout de suite axé la conséquence de la différence anatomique, justement, entre l'homme et la femme, et donc du matériel, et donc du positionnement. Alors, je sais que Fabrice Kuhn, je t'ai présenté comme médecin du sport, mais tu es aussi auteur. Il y a un livre qui est sorti dernièrement. Oui, la science de l'endurance. Voilà, et donc, toi qui as l'habitude de travailler avec des sportifs, hommes et femmes, comment tu pourrais parler des conséquences, quelles sont les répercussions justement de ces différences anatomiques ? Est-ce que justement ce positionnement sur le vélo engendre une sous-performance parfois, ou un trouble en tout cas sur la performance chez les filles ? Enfin, je n'ai pas de statistiques pour te répondre. Mais sans statistiques, juste par rapport au contact, toi, que tu as avec les personnes que tu encadres. Ou d'après le livre qui a été écrit. Alors, je me suis surtout intéressé, en fait, à la nutrition, moi, pour les femmes. On est plus sur le chapitre nutrition, alimentation. Ouais. Après, moi, je pense que, de toute façon, déjà, chez les hommes, on a de plus en plus tendance à faire aussi des fittings. Très clairement, on en parlait effectivement dans un épisode avant. Et donc finalement, est-ce que tu peux pas t'adapter directement en faisant un bon fitting, que tu sois homme ou femme ? Et finalement, est-ce qu'on va avoir des différences réelles à partir du moment où tu calibres bien le vélo pour l'athlète, qu'il soit homme ou femme ? Je pense qu'on peut faire aussi bien comme ça en réglant bien le vélo. Ouais, en jouant sur des longueurs de potence, des reculs de selle pour arriver effectivement au bon fitting. Pour cela, il faut que le vélo puisse donner ces possibilités-là et que le sportif fasse ce test, homme ou femme, là pour le coup, en amont de l'acquisition ou d'un changement de vélo, puisque sur les fittings, très clairement, il y a tout type de fitting. Hein. Tu as le fitting où la personne va juste changer ta hauteur de selle. Bon, là, c'est pas très efficace. Ou tu as certains qui vont aller jusqu'à la position des cales et jusqu'à le changement de potence. Donc ça, c'est important. Ouais. En fait, parce que ce qu'on parle de différence, c'est de différence moyenne. Et finalement, quelle est la différence entre l'extrême homme et l'extrême femme dans l'autre sens ? Finalement, on n'a peut-être pas de vraie différence là-dessus. On aurait peut-être une différence entre une femme qui a des très longues jambes et un homme qui a des très courtes jambes, parce que là, on va dans les deux extrêmes opposés. Mais finalement, si on reste sur les deux extrêmes proches, on n'aura peut-être pas de grosses différences, et je pense que ça, c'est quelque chose à individualiser, qu'on soit homme ou femme, sans se pencher nécessairement sur la différence, mais sur la différence de l'athlète. Ouais, non, mais c'est intéressant, et c'est vrai que je n'avais pas forcément prévu ce chapitre sur, de suite en tout cas, mais d'après la réponse d'Yvan, j'y vais tout de suite. C'est est-ce que cette différence anatomique engendre... Il y a un impact sur les blessures, hormis la selle, mais que je parle des genoux, des tendinites, sur l'adaptation au vélo également. Est-ce qu'il y a un impact sur la blessure chez le sportif, qu'il soit homme ou femme, et plus précisément chez la femme qui doit, elle, s'adapter au vélo et non l'inverse ? La plus grande blessure, et tu l'as dit dans la question, c'est la blessure périnéale qui est très 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 fréquente chez les femmes. Il faut savoir que les blessures chez la femme sont plus liées à d'autres facteurs. Le facteur dont on parle est important, mais il est tellement minime par rapport à d'autres facteurs qu'on aura peut-être évoqué, si tu veux bien après, que
on peut presque l'occulter. Si on devait dire d'autres facteurs, il peut y avoir une surcharge du compartiment externe du genou à cause du valgus physiologique chez la femme, mais c'est minime. C'est des petites choses finalement, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir étudier ensuite. Parfait, on y reviendra. Et puis, est-ce que tu voulais... Non, c'est bon. Je pensais que tu voulais... Et puis, est-ce que cette différence anatomique évidente, comme on l'a dit, a une répercussion sur la performance ? Et c'est là où on va arriver sur le thème du jour. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, l'homme et la femme ? Est-ce que ne serait-ce que, sans parler du côté physiologique, mais juste anatomique, est-ce qu'il y a une répercussion sur la performance ? Alors, si tu notes dans l'anatomie la masse globale, la surface corporelle, le mètre couple du sujet, oui. Et cette différence va être très différente en plaine et en côte. D'accord ? En plaine, ces différences seront plus faibles entre l'homme et la femme. En côte, elles seront plus fortes. Je peux le développer si tu veux. Vas-y, avec grand plaisir. À plat, les forces de frottement sont pas négligeables, mais sont relativement faibles devant les forces de frottement aérodynamiques, la résistance aérodynamique. La résistance aérodynamique, KSV2, elle intervient pour le carré de la vitesse. Donc, tu comprends bien que pour doubler la vitesse, il faut quadrupler la puissance. Donc, si tu as un petit peu plus de puissance, ça ne donnera pas la vitesse en regard, ce n'est pas une fonction linéaire. Par contre, en côte, ce qui va se produire, c'est que la fonction, c'est une fonction linéaire. C'est le sinus de l'angle du poids qu'on va soulever. Je sais peut-être un peu trop technique. Non, mais on te suit. D'accord. Et donc, comme tu as une fonction linéaire devant une fonction carrée, dans les côtes, la femme, surtout quand elle a un rapport adipomusculaire moins performant que l'homme, sera beaucoup plus pénalisée et la différence de performance liée à l'anatomie homme-femme sera beaucoup plus criarde dans les côtes que sur le plat. Ouais, donc ça, c'est des vraies valeurs factuelles d'après des études. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, dans des étapes de montagne, par exemple, on peut prendre une étape du Tour ou pas forcément des courses professionnelles où là, les deux niveaux sont séparés et c'est pas comparable, mais au pied d'une côte, par exemple, ou d'un col, entre un homme et une femme de même niveau, effectivement, de par l'anatomie, physiologiquement, une femme ne pourra pas battre. Voilà. Ouais, ça sera plus compliqué. Alors, une femme ne pourra pas battre... Alors, elle pourra battre des hommes, probablement, mais à un niveau égal. Voilà, parce qu'il faut regarder une valeur statistique. Là-dessus, c'est très clair. C'est clair, d'accord. Ah ouais, non, bien sûr, une femme peut très bien battre plein d'hommes, mais ce que je veux dire, à niveau égal... À niveau égal, elle sera plus déshandicapée dans une côte, oui, sûrement. Intéressant. Et puis j'arrive sur le sujet, là, on va creuser dans le sujet physiologique. C'est pareil, on ira aussi sur le côté de la nutrition, de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Yvan, sur les différences évidentes aussi physiologiques ? Alors là, elles sont beaucoup plus importantes en matière de résultats et de performance. D'accord ? Il y a un chiffre qu'on devrait retenir aujourd'hui, c'est 10%. 10%, c'est la différence de masse grasse entre un homme et une femme, à niveau égal ou statistique. Bien sûr, on reste toujours dans la moyenne. La différence de VO2, c'est-à-dire le VO2, c'est la capacité d'absorber de l'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie. Je vais rester très simple. Eh bien, c'est à haut niveau aussi de l'ordre de 10%. Je vais te donner un exemple. Tu vois, il n'est pas vieux, il est d'hier. Hier, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé mon amie Mathilde Degros en test d'effort, qui est championne du monde en 2022 en poursuite. Et notre ami Ryan Elal, qui est médaillé à Tokyo par équipe. Eh bien, ces 10%, c'était exactement ce que j'ai retrouvé en examen clinique. Et d'écart sur la masse grasse. Je ne peux pas te les donner, mais crois-moi, c'était 10% d'écart. Les deux sont optimum, rassure-toi, ils sont tous les deux au top du top. Ouais. Et la puissance... c'était 10% en moins pour Mathilde par rapport à Ryan. Tu vois, c'est exactement le reflet, alors que c'est du très très haut niveau, de ce qu'on peut retrouver dans la population moyenne. C'est 10% d'écart. C'est 10%. Comme les différences de salaire, quoi. On n'ira pas sur ce sujet, mais je vois bien de ce dont tu veux parler. Et est-ce que ces 10%, au fur et à mesure... j'ai deux questions, parce qu'après, je vais aller aussi sur cette partie de 10%, mais liée à l'entraînement, la nutrition. Mais est-ce qu'il a évolué avec le temps ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est réduit
de par des matériaux, de par l'évolution de l'être humain tout simplement, mais est-ce que ces 10%, ça a toujours été depuis que tu travailles dans ce domaine? Est-ce que c'est toujours tourné plus ou moins autour de 10%, ou est-ce que ça s'atténue, l'écart se réduit avec le temps qui passe? Non, l'écart ne change pas. Je ne vois pas pourquoi il changerait, parce que si tu veux, les progrès du matériel, de la technique, elles profitent aux deux. Hein. Donc on reste dans le même écart depuis bien longtemps. Hein. Alors à très très haut niveau, l'écart se resserre. Hein. Et tu comprends bien que... Oui, pour les champions, les grands champions. Tu ne peux pas avoir une femme qui pèse 120 kilos qui va monter une cote, alors qu'un joueur de belote pourra battre sa rebelote à 120 kilos. Hein. Tu vois, donc à très haut niveau, ça se resserre. Donc les 10% sont intéressants. Et puis si on reste sur les différences, les nuances physiologiques, hormonales notamment, quelles sont toutes ces différences, Yvan? Alors, la masse grasse d'un homme, de sportif moyen, statistiquement, elle est entre, on va dire 15 à 25% chez la femme et 10, plutôt dans le haut niveau, de 5 à 15% chez l'homme et de 15 à 25% chez la femme. Tu vois, on respecte les 10 en question. Ce qui va être le plus différent, mais c'est la production de la fameuse testostérone. Elle sera différente au-delà de la puberté et elle se creusera après la ménopause pour la femme. D'accord ? Pourquoi ? En fait, cette testostérone, elle est de l'ordre de 0,8 à 3 nanogrammes par litre pour la femme et de l'ordre de 1 à 32 nanogrammes par litre, je suis obligé de chercher dans ma mémoire, pour l'homme. Tu vois que les différences là sont énormes. Elle est partiellement contrebalancée par d'autres hormones chez la femme, notamment les estrogènes, qui sont des concepteurs de protéines. Ils sont anabolisants protéiques, mais à un degré bien moindre que la testostérone. La femme produit un tout petit peu de testostérone aussi, il faut le savoir. Hein. On en produit dans les graisses, on en produit dans la peau, on en produit dans les surrénales, on en produit malheureusement dans les testicules. Donc c'est ce qui différencie l'homme de la femme. Jusqu'à l'âge de la puberté, on n'a pratiquement aucune différence homme-femme. Et à partir de l'âge prépubertaire, entre 10 et 12 ans et jusqu'à 15-16 ans, c'est là que l'écart va se creuser. Hein. On n'est peut-être pas dans le sujet, mais il ne va pas se creuser uniquement sur la masse musculaire, mais sur la densité osseuse aussi. Et tu comprends à partir de ce moment-là que les écarts de risque de blessure vont aussi se creuser à partir de ce moment-là, puisque la densité osseuse et la résistance osseuse vont changer à ce moment-là. Intéressant. Voilà. À partir de là, on peut rentrer dans des détails autres qui sont un peu plus fins. Chez la femme, on pourra s'aider de ces notions pour ménager des entraînements qui sont différents dans la période du cycle. Il y a la première partie du cycle qui est estrogène essentiellement, qu'on appelle la partie période estrogénique. Elle est liée à l'anabolisme, c'est-à-dire à la construction de masse musculaire. Parce que les estrogènes, comme je te le disais tout à l'heure, dans une moindre mesure que la testostérone, va permettre de faire du muscle. Et c'est là qu'on pourra éventuellement faire du renforcement musculaire, de la musculation, etc. La deuxième période dite progestative, elle est plutôt en faveur d'un catabolisme, C'est l'inverse de l'anabolisme, en fait. Merci de me donner. Et en fait, tu as ce qui diffère aussi chez la femme, c'est que tu as 2 cycles et tu as 2 périodes. Sur la phase folliculaire, qui est la phase initiale, donc qui est du début des règles jusqu'à l'ovulation, tu as la sécrétion de progestérone, d'œstrogène qui s'élève tout au long de la phase pour redescendre enfin. Donc tu as une phase qui est exclusivement avec des œstrogènes et qui sont anabolisants. Et en deuxième phase, après l'ovulation, donc tu as une rechute de l'œstrogène, tu disais un peu ça, et tu vas avoir à ce moment-là les œstrogènes et la progestérone qui montent en même temps et qui ont des effets opposés. Donc tu vas te retrouver avec un contexte qui est un petit peu différent et qui est plus catabolisant. Donc ça va amener des différences dans la pratique, mais aussi dans la performance. Et puis dans la programmation de l'entraînement, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire, là j'ai un programme d'entraînement pour un homme, tiens je fais un copier-coller, voilà pour une femme pour aller chercher la performance. Oui. Et qui variera beaucoup plus dans le cycle chez la femme, bien sûr.
avec une période où on fera plus de la musculation. Enfin, exactement. Mon ami Ouais. t'en parlera mieux que moi, et peut-être une phase progestative dans laquelle tu redonneras des apports protéiques plus importants pour limiter le catabolisme. Complètement. Enfin, C'est même encore plus compliqué que ça, parce que finalement, là, on t'a parlé de 2 phases, mais on peut même le séparer en 4 phases, en fait, parce qu'il y a la phase folliculaire précoce, la phase folliculaire tardive, où tu n'as pas le même taux d'oestrogène. Nous, les hommes, on a une sécrétion d'oestrogène qui est stable. Chez les femmes, ça varie au sein des phases. Donc, on a vraiment ces choses qui sont différentes. Et si tu parles sur la performance, en fait, il n'y a pas que du physiologique qui intervient, il y a aussi la pénibilité de l'effort. Et ce que tu dis, la pénibilité, c'est la charge de travail, c'est ça? Non, la pénibilité, c'est la partie mentale. Oui, la partie mentale, la façon dont tu perçois l'effort. La perception. On en a parlé juste avant dans l'enregistrement, effectivement, avec Loïc Lepout, c'est la perception de l'effort, effectivement. Oui, alors dans les textes, mais pour faire plus clair, la pénibilité, parce que c'est ce que tu reçois. Et si tu es au moment du cycle, enfin au moment des règles, des menstruations, ta pénibilité, elle est majorée, ta perception, elle est plus difficile. Et donc ça, c'est pas physiologique direct, mais ça influe aussi sur la performance et sur la façon dont tu gères la douleur. La difficulté dans l'effort. Ouais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont physiologiques, indirectes, directes, qui se mélangent et qui font que c'est difficile à analyser la performance chez la femme, parce que ça dépend de tout ça. Et après, si tu rajoutes en plus une contraception orale, tu remodifies encore ces rapports. Alors ça, on va rentrer sur ça, parce que là, effectivement, on parle d'un sujet dont plus en plus de femmes parlent désormais, qui est les règles chez les femmes dans le sport. Et on a fait un très bel épisode d'ailleurs avec Camille Pic sur la capsule santé, où consacré uniquement à ça. Mais c'était un des sujets, on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros et en préparant l'épisode, en se présentant tout à l'heure, c'est que est-ce qu'à haut niveau, alors est-ce que c'est une légende ou pas, je ne sais pas, mais on a cette image que les filles sont aménorées à haut niveau, qu'elles ne peuvent pas avoir de règles en étant performantes. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On a commencé à l'évoquer un petit peu au départ. Il y a effectivement une aménorrhée qui peut être provoquée, une aménorrhée qui peut être subie, et qui ont des conséquences derrière qui peuvent être importantes et différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nuance physiologique hormonale entre l'homme et la femme? Alors, les aménorrhées chez l'homme, elle est quasi constante. Hein. Donc, on va oublier l'homme dans ce sujet, si tu veux bien. Et l'aménorrhée chez la femme, comme tu l'as rappelé, elle peut être provoquée ou subie. Et ça, c'est des contextes cliniques qui sont très différents. On peut comprendre qu'une femme, comme tu viens de le dire, n'a pas du tout envie d'avoir ses règles pendant une période de compétition, parce qu'elle va être très, très handicapée. Et pour ce faire, elle aura recours à des substituts hormonaux au long cours qui va supprimer la survenue des règles. Et dans ce cas-là, on n'a pas un déficit en estrogène. C'est ce fameux anabolisant féminin, si tu veux. Et là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça peut, si c'est bien mené, s'il n'y a pas de risque... Bien encadré. Bien encadré, oui, parce qu'il y a toujours des risques secondaires, comme dans tous les médicaments, de phlébite, de thrombose, enfin, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce détail. Après, ce dont tu sembles parler le plus, c'est ces aménorrhées subies. Cette aménorrhée subie, elle est souvent liée à un déficit énergétique qui survient quand on se retrouve en dessous de 17% de masse grasse. Arrête-moi si tu veux, parce que ça, on est peut-être dans ton domaine, si tu veux. Donc, je continue. Vas-y, continue. C'est vrai que ce sujet m'interpelle, parce que j'ai eu l'occasion, en tout cas, les femmes que j'ai eues en face de moi sur les différents podcasts que j'anime, c'était subi. Il y a eu beaucoup même de déni par rapport à ça, en pensant que c'était bien d'être fit, parce que ça avait un vrai lien avec la masse grasse. Hein. C'est une fausse bonne idée. Alors pourquoi? En dessous de, on va dire avec certitude, 15-12% de masse grasse, c'est sûr que tu n'auras plus de règles. Et pourquoi tu n'as plus de règles? Parce que tu n'as plus assez d'estrogène pour les fabriquer. Et donc tu as un déficit musculaire concordant avec, d'accord? Le seul avantage qu'on pourrait trouver, les deux avantages qu'on pourrait trouver, mais qui ne viennent pas compenser du tout ce désavantage, c'est d'abord, il n'y a plus de perte sanguine, donc tu as plus de transporteurs, tu as un peu plus d'hémoglobine, mais c'est pas énorme.
Et ensuite, ce qui est recherché dans l'amaigrissement, c'est le rapport poids-puissance, pour diminuer le sac à dos de graisse qu'on porte dans les côtes, quoi. D'accord. Mais ces deux facteurs ne viennent pas du tout contrebalancer le déficit en estrogène et les conséquences qu'ils sont. Un court moyen terme, même long terme, mais c'est pas souhaitable. Alors c'est très néfaste. Très néfaste, parce qu'au-delà, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la densité osseuse de la femme est liée aussi à son taux d'estrogène. Et elle est plus capable de retenir le calcium dans ses os si elle a un déficit d'estrogène. Et à terme, quand elle aura à le payer quand elle aura plus de 50 ans ou 60 ans, où elle sera en ostéopénie, voire en ostéoporeuse. Avec des fractures, fractures de fatigue et fractures traumatiques. Ce qui arrive... Elle le paye même maintenant. Alors, j'ai une statistique à te donner. Certaines n'attendent pas 50 ans, malheureusement. J'ai quand même une statistique à te donner. Ouais, bien sûr. Dans les sportifs de haut niveau, s'il y a amélioré, le risque de blessure est multiplié par 6. C'est une statistique qu'on a fait à l'INSEP, à la recherche, et qui est... Donc, il faut vraiment... qui est valide. C'est hyper... Enfin, x6, c'est, quand on est énorme. Sportif de haut niveau, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Donc là, on parlait plus vraiment de l'aménorrhée subie. Hein. Alors, est-ce que ça existe plus dans le cyclisme que dans le triathlon ? Moi, ce que je peux voir, c'est plus les triathlètes qui semblent être sujets à quelque chose de subi, parce qu'il y a cette recherche de maigreur pour ce rapport poids-puissance et de performance, et aussi d'image avec les réseaux sociaux. Mais ça sera plus la partie de Marion sur le côté psychologique des sportifs. Mais il y a aussi les aménorrhées souhaités, contrôlés, voulus, qui là sont peut-être c'est très différent. Plus dans le haut niveau, je veux dire. Oui, mais dans une aménorrhée souhaitée, il n'y a pas régulé. De déficit en estrogène. C'est que c'est régulé, effectivement. Tu n'as pas ce problème-là. Ouais, très clairement. Ça, c'était vraiment un sujet hyper important, parce que ça a un impact. Tu as peut-être des choses à compléter, je pense. Oui, moi j'en vois beaucoup en fait, mais pas tant des cyclistes que des triathlètes, effectivement, et des traileuses aussi. Oui, j'ai beaucoup aussi de traileuses, où le poids est important aussi. Ce sont toutes des athlètes qui s'entraînent beaucoup. Et en fait, le problème, c'est le déficit énergétique par rapport à ce qu'elles dépensent. En fait, c'est qu'elles apportent moins de calories qu'elles n'en dépensent, ce qui met tout l'organisme au ralenti, dont la sécrétion d'oestrogène. Et en fait, la sécrétion d'oestrogène est un des symptômes, enfin un des effets qu'on remarque et qui a beaucoup d'impact sur l'organisme. Donc, oui, Yvan en a parlé avec l'ostéopénie, la baisse de force musculaire. Ce qui est trompeur, c'est qu'au début, avant de rentrer dans ce syndrome, au début, elles ont un sentiment de puissance. En fait, elles gagnent en puissance, donc le rapport poids-puissance, elles sont plus performantes grâce à ça. Donc c'est très trompeur parce qu'elles s'y sentent bien, en fait. Elles s'y sentent bien parce qu'à un certain temps, elles performent avant de plonger. Et on voit, là, j'ai en tête là, au moins 4-5 athlètes que je suis de près ou de loin, qui ont fait des fractures de fatigue récemment, jusqu'à 5-6 fractures de fatigue pour un athlète. Et c'est même pas en attendant plus de 50 ans. C'est des jeunes athlètes de 25 à 30 ans que je vois qui ont ça. Et souvent, c'est des athlètes qui ont juste voulu faire bien, en fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a cette phase de « je suis en sous-calories ». Ça peut être entendu et compréhensible sur une période courte, on va dire, d'avant-saison pour s'affûter un petit peu des quelques kilos qu'on aurait pu prendre éventuellement l'hiver, à la limite. Mais quand ça dure toute une saison, être en sous-calories, bah là, très clairement, tu vas dans le... Enfin, je sais, enfin, je vois de qui tu veux parler au niveau des athlètes, parce qu'on en a parlé juste avant, mais tu vas droit dans le mur, en fait. Oui, clairement. Et je pense que même une partie de saison, comme tu dis, c'est trop déjà. En fait, je pense que il faut même éviter d'avoir quelques jours, quelques semaines en déficit calorique, parce que rien que ça, c'est problématique. En fait, pour les femmes, moi, j'ai l'habitude de dire que ça soit entraînement ou nutrition, il faut qu'elles soient plus appliquées que les hommes. Et encore plus intelligentes que les hommes, et encore plus réfléchies. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que même pas créer un déficit calorique transitoire, parce qu'elles sont beaucoup plus réceptives à ça que le sont les hommes. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être qu'il y a en même temps, pour aller un peu à contrario de ce que tu disais, pas une seule minute, il faut qu'elle soit en décharge. Pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'au niveau de la cellule musculaire, plus la charge glucidique, donc glycogène musculaire, est importante, moins pour un effort donné,
par rapport au seuil lactique, la production d'acide lactique sera grande. Une cellule sera d'autant plus dans une voie anaérobie, donc néfaste, qu'elle a une charge de glycogène faible. Donc tu vois, même pourtant, c'est délétère. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai probablement été traumatisé par ma période à haut niveau où on ne parlait que de poids et j'ai encore des médecins qui venaient nous pincer avec les pinces. Voilà, donc il fallait être maigre et ça m'a probablement traumatisé et voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile à déterminer ce genre de seuil à pas dépasser chez l'homme que chez la femme. C'est pour ça que aussi bien à la FFR où je travaille qu'à la l'INSEP, on a des DEXA, des systèmes qui nous donnent une composition corporelle encore mieux que la pince applicutanée. Oui, bien sûr, où tu es capable de donner le poids d'un bras, du tronc. Absolument, puis tu as toutes les compositions, tu as l'eau, tu as l'os, tu as tout. En fait, chez la femme, comme on le dit depuis tout à l'heure, quand on passe en dessous du seuil énergétique, il y a une aménorrhée. Mais chez l'homme, on n'a pas ce drapeau, on n'a pas ce signe d'alerte. Et quand on arrive dans les 8-7%, on commence à rentrer dans le facteur de risque où, c'est comme toute hormone stéroïde ne peut plus être fabriquée, la testostérone, qui est un produit dérivé de la DHEA, pour faire simple, en fait. Voilà, la testostérone va moins pour se produire. Et du coup, tu vas avoir un déficit énergétique, un catabolisme énergétique, mais que tu ne verras pas parce que tu n'as pas de règle chez l'homme. Tu n'as pas ce feu rouge. D'où l'importance de l'encadrement pour avoir ce recul et ce côté prévention. Alors, ce dont on parle, c'est le Rett syndrome, en fait. Ah oui, clairement. Dans le sport, mais avant... ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé de nom. Ce qu'on appelait surentraînement. Alors on appelait ça surentraînement ou la triade de l'athlète féminine. Et maintenant, en parlant du RAID S, on inclut les hommes parce qu'effectivement, ça existe chez les hommes. Et il ne faut pas le négliger. Là, on parle des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus réceptives que nous à ça. Mais ça existe aussi chez les hommes. C'est moins fréquent, mais ça existe. Donc c'est aussi à prendre en compte, bien que notre organisme soit un peu plus tolérant des écarts, en fait. C'est vrai qu'on avait fait un sujet, Marion pourra s'exprimer très précisément sur ça, sur la bigorexie également, où là les sportifs ont tendance à tomber dans la bigorexie et ce qui provoque des écarts et parfois des drames. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont passionnants. Tu parlais tout à l'heure de trail, que tu avais des clients dans le trail, ça m'a fait penser à la longue distance, à l'endurance. Est-ce que les écarts, et là je m'adresse à tous les deux, mais est-ce que les écarts, les fameux 10% que l'on constate, ça me nuise avec des épreuves dites d'endurance, où moi j'entends souvent dire, puisque je suis aussi l'organisateur d'épreuves d'endurance, que dans la longue distance, les femmes sont plus performantes quelque part que les hommes. Ou est-ce que les 10%, c'est 10% que tu fasses 10 km ou 500 km? Alors, entre elles, c'est compliqué à juger parce que finalement, tu as Courtney Dauwalter qui est en train de tout cartonner et qui finalement est en train de s'accrocher très proche des meilleurs hommes. Top 3, même du top 3. C'est quelqu'un de formidable. Après, on a d'autres athlètes formidables. On a Blandine Rondel aussi qui est en train de s'approcher. Bon, tout à fait. Et on a un autre truc, c'est que finalement, la densité des femmes de haut niveau augmente. Donc, c'est difficile de juger. Est-ce que c'est juste la densité? Est-ce que c'est le niveau? Est-ce que Je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant. Tu fais bien de le préciser. Ouais. Mais effectivement, on se retrouve avec des groupes de femmes qui sont en trail vraiment impressionnants. Et même en triathlon, on se retrouve avec des compétitions qui sont beaucoup plus denses qu'avant chez les femmes. Sur Ironman, maintenant il y a des il y a vraiment de... Donc là, on est plus dans le volet, ce que moi j'avais préparé, ce que j'appelle culturel, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit de plus en plus comme tu l'as dit, la population féminine est beaucoup plus importante qu'il y a encore quelques années, et donc forcément, on peut se laisser parfois emporter par certains facteurs, mais effectivement, c'est plus dans le volet, effectivement, là, ce que j'appelais moi sociétal, même culturel, l'accès en tout cas à la pratique du sport pour les femmes. Oui, et puis c'est aussi l'auto-entretien, c'est-à-dire que la compétition entre elles qui fait qu'elles sont obligées de s'entraîner encore plus intensément. Tu voulais compléter peut-être de ce que j'ai dit ou... Oui, un autre volet pour répondre plus précisément à la question que tu as posée. Ta question était, je crois, est-ce que les femmes ont une endurance plus grande? C'est-à-dire que dans les épreuves d'endurance, est-ce qu'un jour... Elles vont plus loin. Parce qu'on a très bien compris que sur des épreuves, on va dire, pas forcément courtes, mais sur une épreuve... Dans la moyenne, il y a ces 10% et une femme à niveau égal, je le précise, les femmes peuvent battre les hommes, ça c'est pas le problème, mais à niveau égal, sur un terrain égal, conditions égales, l'homme
sera toujours devant la femme, mais sur une épreuve d'endurance, une épreuve qui dure plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs jours. Moi, je suis l'organisateur d'une épreuve de cyclisme qui dure 10 jours. Est-ce qu'un jour, je vais voir une femme gagner une épreuve d'ultra-endurance ? À niveau toujours pareil. Oui, on est là pour ça, pour débattre autour de ça. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans la réponse que je vais t'apporter. Le premier facteur est celui que je vois tous les jours, puisque je fais des tests d'effort. Comme je te disais, j'en ai fait à peu près 12 000. 12 000, donc ouais, c'est ce que tu précisais. Une petite idée de la chose. La maximalité, le moment où tu t'arrêtes, hormis ce qui arrive parfois en rameur, tomber dans le colma, c'est quand tu décides de t'arrêter. C'est pas quand ton organisme ne peut plus. C'est toi qui décides. Si à la fin d'un test d'effort supra-maximal, je dis à quelqu'un, fais-moi 10 secondes de plus ou je tue ta mère et ton père, je suis sûr qu'il va le faire. Oui, bien D'accord ? sûr. Donc tu comprends bien que c'est quelque chose de décidé, le maximum. Sauf à tomber dans le coma, comme ça nous arrive sur les concepts de temps en temps, parce qu'on a là on a un 40 millimoles, on a des taux de lactatémie énormes. On va les oublier. Et donc, cette notion, et là on est dans la psychologie plus, elle s'entraîne. Elle est liée au désir de gagner, d'accord ? Mais elle est aussi liée à l'habitude que tu as d'avoir mal. Ça s'entraîne, la douleur. Les femmes ont mal tous les 28 jours, en plus, d'accord ? Et elles le supportent. Je pense que si un homme avait un jour ses règles, il hurlerait de douleur. Tu sais. Après, il y a autre chose qui intervient. C'est qu'en vieillissant, l'homme supporte mieux la douleur. C'est pas parce que c'est un héros. C'est malheureusement, pour une raison beaucoup plus simple, c'est que ses récepteurs à la douleur s'émoussent en vieillissant. Et que pour un même facteur de douleur, la perception nociceptive sera moins grande. Et donc, il peut aller plus loin. Ce qui explique en partie que les triathlètes ne soient pas des gens de 18-20 ans. Ce qui explique que moi, quand je fais des lactatémies, pas au bout du doigt, parce que ça ne marche pas, mais des vraies lactatémies par échange gazeux, les jeunes ne rentrent pas dans la lactatémie, ils rentrent beaucoup moins que les adultes, ils ont mal avant. D'accord ? Ouais, c'est intéressant. Tu vois ? Ouais, donc, la perception, tous ces facteurs interviennent, et dans le rapport homme-femme, ils peuvent avoir un intérêt, l'âge, la présence de règles, de douleurs, le fait d'accoucher, le fait de transporter la maternité avec soi. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui vont les entraîner plus à la douleur. Mais physiologiquement, elles n'ont pas, si tu veux, biochimiquement, une capacité meilleure. Et ce n'est pas parce qu'elles ont plus de graisse qu'elles iront plus loin. Parce que l'endurance, on parle d'activer cette fibre, effectivement, de graisse pour l'endurance et non pas du sucre. Voilà. Non. Oui, effectivement, quand tu passes ton lipomax, qui est de l'ordre de 30% de ton VO2 max, tu vas ensuite utiliser le glycogène, c'est-à-dire les lipides, tu en as une quantité infinie. C'est de l'ordre de 140 ou 145 000 kilocalories. Tu en dépenses 7 ou 8 000 ou 10 000. Donc, c'est pas ça qui va te limiter. Ce qui peut modifier effectivement ton endurance, c'est ta capacité à utiliser tes lipides. Pas la quantité que tu en as, ce qu'on appelle le lipomax. Et jusqu'où tu vas les utiliser quand la courbe redescend et que c'est les glucides qui prennent le relais. C'est ça qui est important, qui va économiser ton glycogène musculaire. Mais chez l'homme et chez la femme, ce processus a entraînement identique. Ouais, c'est intéressant. Il y a des choses que tu veux compléter sur ce sujet ou Non, je suis assez d'accord, mais du coup, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les femmes, si elles veulent aussi aller plus loin, aller aussi loin, elles sont obligées de manger plus de glucides que l'homme. En tout cas, d'être plus appliquées. D'être plus appliquées. Ouais. Je parle de durant l'effort. Ouais, je parle de durant l'effort. Ouais. Il y a une vraie différence sur... Tu parles de la longue distance plus précisément. Oui, la longue distance. Oui, puisque sur la courte distance, finalement, tu n'as pas besoin de t'alimenter autant. Donc, c'est pas, ça diffère. Donc là, ça peut être une vraie différence. C'est-à-dire, je pense à tous les hommes et les femmes qui nous écoutent, mais qui vont sur des efforts plus longs. Ce que tu dis, c'est que l'homme peut être un peu plus, en tout cas, moins dans la stratégie, moins précautionneux quelque part sur la partie alimentation que les femmes qui doivent vraiment être beaucoup plus... les femmes doivent être beaucoup plus rigoureuses ou attentives à ce qu'elles mangent, quand elles mangent, ce dont elles mangent. Alors, je le dirais autrement. je dirais que les hommes doivent être très attentifs et les femmes encore plus.
Ouais. Mais je ne dirais pas qu'ils ont le droit d'être moins attentifs. Je dirais qu'ils ont le droit d'être encore plus attentifs, surtout que, Donc ça demande une concentration. surtout que les stratégies alimentaires ont beaucoup changé et que maintenant, les athlètes mangent énormément de glucides, encore plus que ce que tu as dit sur ton dernier podcast. Ouais, on en reparlait juste avant. Mais Ils sont passés à 150 grammes, Ouais, maintenant, ouais. 150 grammes par heure. Alors qu'avant, on était à 60 grammes il y a encore quelques années, et maintenant, on est passé à 150 grammes. Et quel conseil tu pourrais donner justement aux femmes qui nous écoutent dans leur approche d'une stratégie justement sur des épreuves de longue distance et la stratégie qu'elles peuvent mettre en place par rapport à la nutrition et l'alimentation? Déjà, c'est de s'entraîner avec. Oui, La première chose, de ne pas avoir juste l'alimentation pour le jour de course. Voilà. La première chose, c'est de s'entraîner régulièrement en mangeant des glucides parce qu'elles vont améliorer leur qualité intestinale et elles vont améliorer probablement le nombre de transporteurs au glucose. On n'a pas encore la preuve, on a un faisceau d'arguments pour ça et donc on peut augmenter. Mais par contre, les études montrent qu'il faut monter à 90 grammes. Sur les athlètes avec qui j'ai discuté dernièrement, là, qui ont participé au championnat du monde à Ironman cette année à Nice, oui. Donc ils étaient à 150 grammes, mais ils sont passés de 60 à 90, 90 à 100, 90 à 100, 100, 120, 130, 150, et maintenant on les entend bien, à l'entraînement ils sont à 150 grammes, même à l'entraînement. Oui, parce qu'il faut avoir la capacité, hein. Tu passes pas comme ça en une semaine de 60 grammes à 150. Ouais. Voilà, alors donc première chose c'est s'entraîner avec, ensuite en apporter suffisamment, donc moi je dirais au moins, on va dire au moins 60, 90 pour les gens qui sont pas trop entraînés, et plus 90, 100, 120 pour ceux qui sont entraînés plus par heure d'effort. Alors, tu n'as pas besoin de le faire systématiquement, mais en compétition, oui, il faut que ça soit systématique. Et elles doivent s'hydrater correctement aussi, parce que leurs hormones sexuelles, donc progestérone et œstrogène, influent sur l'hydratation, sur la transpiration. Tu sais bien que les femmes, à partir de l'ovulation, ont une température corporelle un petit peu plus élevée qu'avant. Donc, alors le problème, c'est que ces deux hormones ont des effets très différents et très nuancés en fait sur l'hydratation. Donc, on ne sait pas exactement comment le manipuler. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut boire plus attentivement encore. Et donc, toujours la même chose, être encore plus appliqué. Ça, j'avais une question par rapport justement aux facteurs environnementaux, comme dans un environnement de chaleur, par exemple. Voilà, un homme et une femme qui font le même effort sur un même parcours, au même moment, dans un environnement très chaleureux. Est-ce que physiologiquement, il y a une différence d'adaptabilité? Est-ce qu'une femme s'adapte mieux ou plus vite que l'homme, ou vraiment là, le corps humain est équivalent, est égal face à la chaleur? Je ne sais pas si les femmes ou les hommes s'adaptent plus. Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de risque d'hyponatrémie chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est lié au sucre, hein, je crois. C'est ça, non, au sel, pardon. Non, au sodium. Voilà, c'est ça, au sel. C'est sel, ouais. Alors, si je peux intervenir là. Bien sûr. La femme, l'homme, quand il est très entraîné, a une sueur qui est très hypospolaire, qui est très peu concentrée. Beaucoup plus d'eau, beaucoup moins de sel perdu chez un sujet entraîné. Cette différence existe chez la femme, elle est moins importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante et qui n'est pas toujours bien, c'est que la capacité à boire, c'est quelque chose qui s'entraîne. En fait, tout comme l'alimentation, en fait, c'est ça que tu veux. Ouais. Ce qu'on appelle, nous, la clearance pylorique, c'est-à-dire la quantité d'eau maximum que tu peux absorber par heure avant qu'il y ait un blocage, un sphincter du pylore, un blocage qui fait que l'eau te reste sur l'estomac. Elle varie en fonction de la température de l'eau, plus chaude chez la femme que chez l'homme, d'accord ? En général, entre 4 et 15 degrés. À toi de savoir où est-ce qu'elle est la meilleure. Elle varie en fonction de la fréquence de boisson. Il faut que tu saches combien de fois il faut boire au minimum, parce que c'est délétère sur la performance de t'arrêter toutes les 5 minutes pour boire. Bien sûr. Mais il faut que tu le fasses le plus tard possible, mais le plus tôt suffisamment pour que physiologiquement ta clairance en eau soit la meilleure. Elle varie avec l'osmolarité de l'eau, c'est-à-dire que si tu mets rien dans l'eau, ta clairance pylorique, ta capacité à absorber de l'eau sera plus grande, sauf qu'il faut que tu aies un apport glucidique. Donc tu vois, c'est... Trouver le bon équilibre. Il y a un équilibre à avoir entre les deux qui n'est pas le même en été et en hiver. Hein. Oui, avec la chaleur, avec... Voilà, d'accord. En hiver, on mettra une osmolarité plus importante, d'accord. Et tout ça, ça s'entraîne. Tu vois, et la clairance de base sans entraînement chez une femme est de l'ordre de 400 ml/h. Elle est de 500 à 550 chez l'homme, de base. Mais après, avec l'entraînement... Une femme entraînée aura une clairance meilleure qu'un homme pas entraîné. Ça, c'est intéressant, parce que moi, dans les épreuves de longue distance, là, je parle vraiment de longue distance et ce dont j'ai pu constater,
c'est que je constate que beaucoup d'hommes vont vers ce blocage, effectivement, ce blocage total que j'ai constaté très peu de femmes. Alors elles sont peut-être plus attentives à leur alimentation, elles font peut-être plus attention, mais elles sont peut-être plus raisonnables probablement. C'est peut-être l'intensité d'effort qui est différente aussi. Plus raisonnable, mais en tout cas, j'ai pas, dans ma mémoire, en 7 années d'organisation, vu une femme arriver sur un ravitaillement, une base de vie écœurée, bloquée, complètement, qui ne peut plus boire, plus s'alimenter. Et je le vois très souvent chez les hommes. Donc c'est peut-être lié à l'intensité et la stratégie d'effort qui est peut-être différente également. C'est multifactoriel. Ouais, probablement. La surface corporelle d'une femme est plus faible que celle d'un homme. Le taux d'évaporation est donc plus faible. Et quand un corps, au plus il est grand, au plus sa surface est faible par rapport à son volume. Donc l'évaporation par unité de poids est plus faible chez l'homme que chez la femme. Ça, c'est des données physiques de base. Voilà, Yvan a répondu à toutes mes interrogations. Mais voilà, je voulais vraiment partager autour de ça. Est-ce que là, après, ensuite, on va passer dans la partie sur l'impact mental, avec justement Marion qui va nous accompagner sur cette partie-là. Mais est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous avez des choses à partager ou des choses à ajouter ou à mettre en complément, en plus de tout ce que l'on a pu voir ou balayer, puisque là, on discute depuis 45 minutes, je crois, ou 50 minutes. Mais est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder qui pourraient justement améliorer la qualité de cet épisode? Moi, j'ai un message à faire passer, c'est surtout ne mangez pas trop peu. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le message le plus important. N'hésitez pas à vous alimenter. Ouais, non, mais pas que seulement à l'entraînement. Enfin, pas à l'entraînement, pas en compétition. Tout le temps. Les repas, ne cherchez pas à être trop maigre. Cherchez plutôt à faire mieux fonctionner votre organisme. C'est ça qui est important. En fait, finalement, l'entraînement et la nutrition, ça permet de mieux fonctionnaliser l'organisme. Et c'est ça qui nous rend efficaces plus que la perte de poids. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que c'est lié à l'image, tu penses? Peut-être qu'on dérive un peu, mais est-ce que c'est lié à l'image aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit? Il y a les réseaux sociaux, les sportifs, professionnels ou pas, qui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ont la possibilité ou imaginent avoir la possibilité de trouver des partenaires ou des sponsors, et donc il faut être fit, il faut être affûté, et donc il faut être maigre. Est-ce que tu penses que tout ça n'est pas un peu tronqué dans ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense que c'est un mélange de tout, en fait. Je pense qu'il y a ça, il y a l'image, il y a être fit, il y a le sentiment en ayant un meilleur rapport poids et puissance. Mais les sportifs, hommes et femmes avec lesquels tu travailles, est-ce qu'ils t'en parlent de ça? Oui. Quand on demande aux femmes de reprendre du poids, c'est compliqué pour elles. C'est compliqué parce qu'il faut modifier l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Parce qu'en plus, elles ont une image qui est un peu biaisée. Mais il faut modifier l'image qu'elles ont. Il faut modifier le sentiment de régression parce qu'elles vont se trouver plus lourdes. Et puis finalement, quand tu les interroges après, elles se disent « Oui, effectivement, je suis plus lourde, mais je suis plus solide en fait. Je résiste mieux à la douleur, je résiste mieux à l'endurance, j'ai plus de puissance, je peux aller plus vite. » Je suis plus lourde, mais plus efficace. Ouais, alors, juste sur ce point, je fais une petite parenthèse, mais au moment où on enregistre, il y a un épisode qui est sorti la semaine dernière avec Marjolaine Pierret, que tu connais, qui nous expliquait à travers son témoignage avoir pris 6 ou 8 kilos, je crois. 8 kilos, voilà, mais elle a gagné la première course auquel elle a participé, elle s'est sentie très bien, même si elle avait cette culpabilité, effectivement, d'image et de dire, mais en fait, je vais être lourde, mais ça ne l'a pas empêché de gagner une épreuve de très très haut niveau. Oui, l'Ironman Portugal, voilà. Où elle a fait une course solide du début à la fin. Exactement. Sans ralentir, sans fléchir, ce qui prouve bien que son organisme fonctionne mieux, elle est plus fonctionnelle, elle est efficace, elle est solide. Ouais, ça c'est un témoignage hyper intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et après, moi Marjolaine, c'est vrai que dans l'épisode, je lui avais bien dit que je fais pas de triathlon, mais je suivais son évolution, son compte, et ne serait-ce que d'observer, je voyais bien l'image en fait. Physiquement, je la voyais changer. Et quand tu connais un peu les différents problèmes qu'il peut y avoir derrière, tu te doutes qu'il y a ce que l'on communique, puis il y a la réalité derrière, des blessures, des problèmes d'image que ça peut apporter. Donc voilà, c'est un témoignage hyper intéressant. Tu veux peut-être compléter, non ? Non, mais c'est pour moi, c'est ça. C'est vraiment ne pas avoir peur. Alors, l'autre problème, c'est se comparer aux hommes. Parce que finalement, on parle de la différence, mais l'autre problème, c'est se comparer aux hommes. Et les hommes sont naturellement plus
plus maigre, moins graisseux. Est-ce qu'il y a lieu de le faire d'ailleurs? Non, il ne faut pas le faire. Parce alors, oui et non, on est pareil, mais on est différent. Il y a des choses qui sont différentes. Il ne faut pas, sur la masse grasse, sur l'aperçu, il ne faut pas se comparer aux hommes parce que ça n'a pas lieu. C'est pas comparable. Ouais. Et ça, c'est un sujet, tu vois, on est dans un podcast dans la tête d'un cycliste. Donc le cyclisme, on pense au Tour de France, le Tour de France féminin. Et c'est vrai que je me souviens parfaitement, les journalistes qui commentaient faisaient souvent des comparaisons entre les hommes et les femmes jusqu'à un moment donné, il n'y a pas de comparaison possible. Mais ça, c'est vraiment un sujet que je veux aborder avec Marion, la psychologue du sport, puisque les filles, sur le premier, alors c'est pas le premier Tour de France, mais le renouveau, on va dire, nouvelle version, la première année ont beaucoup chuté. Il y avait beaucoup de chutes à haute vitesse, voire même très très impressionnantes. On voyait des filles qui traversaient les pelotons comme ça, c'était très impressionnant. C'était cette gestion, la différence, est-ce qu'il y en a une ou pas, entre la gestion des émotions, du stress sur des grands événements comme ça. Voilà, donc là je vais passer la parole à Marion sur ce sujet, mais c'est vraiment un sujet que je voulais évoquer. Et pour faire suite à ce que tu disais, le fait de se comparer, en fait, ce qui n'a pas de sens. Non, et puis finalement dans le sport, qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas la performance pure, c'est le suspense. Exactement, ouais, tout à fait. Et pour toi, Yvan, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais compléter, des datas ou des chiffres que tu voudrais apporter en complément à cet épisode? Peut-être deux choses. La première, compléter ce que tu dis, parce que je sors du cyclisme, mais ce problème de poids, tu le retrouves de manière criarde dans les sports à catégorie de poids, où nous, on est amené à pousser les judokas, les lutteurs, enfin lutteurs et lutteuses, les judokas et judokates, à changer de catégorie. Ils veulent rester en dessous, ils se font maigrir comme des malades juste avant la compétition, ils se cassent, ils se blessent en permanence. Et quand on arrive à leur faire changer de poids, peut-être pas les premiers mois, parce qu'ils se retrouvent avec des gens qui sont un peu plus lourds, et après ils nous remercient. Ah, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait c'est lié... C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est lié à tous les sports, en fait. Oui, c'est peut-être plus à d'autres sports. Le vélo, c'est un de ceux où c'est le moins dramatique, parce que c'est un sport porté. Ouais, exact. Tu vois, c'est intéressant. Le rapport poids-puissance existe, mais moins que dans les sports non portés. Si je dois, moi, laisser un petit message dans l'entraînement, ça serait d'aller chercher un petit peu le déplacement du seuil lactique, c'est-à-dire le déplacement du moment où on passe d'endurance en résistance, qui est malheureusement souvent occulté par les entraîneurs et par les sportifs. Et finalement, ce moment qu'on appelle seuil lactique, qu'on va essentiellement pouvoir avoir par du fractionné, on l'occulte, ou on n'en fait nettement pas assez, du fractionné de la côte en fractionné. C'est le secret de la réussite, un petit peu, de ce que je vois de 30 ans d'expérience dans la chose. C'est ce qui va te ramener, le fait de faire justement les gens qui vont ce genre d'exercice, voilà. C'est ce qui va te permettre de te rapprocher de tes meilleures performances, de ton meilleur niveau. Ce qui est important, si tu as juste du long, c'est pas ce que tu peux faire au maximum, on s'en fout. C'est pas le sprint que tu feras arriver de 42 km et 195 mètres sur 195 mètres, c'est à quelle vitesse tu vas courir pendant 42 km. Exactement. Et tu seras obligé de courir en dessous de ton seuil lactique. Et c'est celui-là qu'il faut déplacer. C'est pas ta vitesse max. Mais tu sais, je le dis souvent, j'observe et je vois beaucoup de participants chaque année qui abandonnent des épreuves de longue distance notamment. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce qui fait abandonner l'être humain, alors là, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas la distance, c'est la vitesse à laquelle il veut parcourir cette distance. Et généralement, les premières heures, ils sont tous au-delà de leurs limites. Et si ce n'est pas le mental qui lâche, ça va être un genou, ça va être des problèmes gastriques, mais ils auraient été à leur vitesse acceptable. Tout le monde peut terminer une épreuve de longue distance, que ce soit du trail, que ce soit du vélo ou autre. Un grand merci pour tous ces témoignages. Il y a une partie aussi que je voulais aborder, puisqu'on est en année olympique aujourd'hui, cette année, en tout cas en France, et plus particulièrement avec les Jeux Olympiques de Paris. C'est qu'en regardant, en travaillant sur cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes, elles n'étaient pas du tout acceptées sur les premiers Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand les Jeux modernes ont été relancés en 1896, les femmes n'étaient pas acceptées du tout. Je partage ça, je ne sais pas à quel moment on va le placer dans l'épisode, mais voilà, je voulais vous le partager, puisque c'est quand même une année spécifique et spéciale en France, et que c'est une Française qui s'appelle Alice Millat, une Parisienne, qui avait fondé la Fédération sportive féminine internationale en 1921. Mais il y a 100 ans, c'est pas il y a des centaines d'années, c'est qu'il y a juste 100 ans.
Et c'est le succès de ce comité international qui était destiné uniquement aux femmes. Ça a tellement été un succès retentissant qu'à ce moment-là, le comité olympique a décidé l'Olympiade suivante de tester le sport féminin, mais uniquement sur le golf. Voilà, c'était sur le golf. Et puis il y a eu un succès tel que aujourd'hui, les femmes sont parties intégrantes, mais c'est juste fou parce on parle de ça il y a 100 ans en fait. Et ça a été encore plus tardif, la première femme sur marathon. C'est vrai. Cette image a marqué le monde où elle essaie d'être arrêtée par l'organisateur, je crois. Oui, sur le marathon de Boston, je crois. C'est ça, Boston. Et on parle d'endurance. C'est incroyable, incroyable. En tout cas, tout ce qui se passe en ce moment sur les femmes, on va en parler également sur le chapitre socio-culturel avec Marion, mais tout ce qui se passe pour promouvoir le sport féminin est le bienvenu, bien évidemment. Un grand merci à vous deux, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode et un grand merci à vous. Plein de bonnes choses pour cette année puisqu'on est en début d'année. Donc je me permets encore de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup. Merci.